Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette émission. C'est toujours dans le cadre de votre magazine Info Initiative. Comme on a toujours l'habitude de dire, c'est voir toujours autrement la RDC. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous l'ASBEL Agir pour la bonne gouvernance. Cet ASBEL existe déjà et fonctionne aussi. Donc, ils sont allés remettre le mémo, s'il faut dire ça comme ça, à la primature. Alors, c'est avec cette équipe, nous allons savoir les contenus. Qu'est-ce que ces jeunes ont écrit au nouveau, pas seulement le Premier ministre, mais au gouvernement. Et savoir aussi sur les attentes par des citoyens congolais lors de l'élaboration du budget de 2022. Donc c'est ce qui sera à la base de notre émission. Sans plus tarder, je salue là le président, c'est Gauthier Madika, que je dis bonjour. Bonjour Madame Rachel. Alors, comme annoncé, aujourd'hui on va plus parler sur action attendue par le citoyen congolais lors de l'élaboration du budget de 2023, de 2022, veuillez nous excuser. Alors, essayez un peu de nous expliquer en bref de quoi s'agit-il. Merci beaucoup Madame Rachel pour cette question. En réalité, nous avons déposé notre pétition comme l'article 27 de la Constitution le dit. Les citoyens ont droit de déposer ou bien d'écrire une pétition individuellement ou collectivement à une autorité qui doit répondre dans les 3 mois. Okay. D'ici 3 mois, ça sera le 15 septembre, l'ouverture de la session parlementaire qui sera consacrée pour accepter les budgets que le Premier ministre va remettre. Dans notre pétition, nous avons développé les attentes de la population congolaise sur les budgets de 2022 que le Premier ministre va déposer. En réalité, nous attendons de lui la réponse à notre pétition dans 3 mois. Au fait, qu'est-ce que nous attendons du Premier ministre ou du gouvernement cette fois-ci? On veut que la couverture santé universelle soit mise en application à partir de 2022. Si dans les budgets, le Premier ministre prend en compte cette revendication-là, donc déjà en 2022, les enfants de 0 à 5 ans, ils peuvent commencer là-bas, auront accès gratuitement aux soins médicaux, comme le veut le président Félix Antoine Tshisekedi. Les personnes de 3e âge peuvent aussi déjà avoir des soins médicaux gratuitement, et ainsi de suite. C'est la première revendication que nous avons mis dans la pétition, et je crois que nous aurons gain de cause parce que le gouvernement est un gouvernement de Wario, comme l'avait dit M. Jean-Michel Saman Kondé. Là, vous venez de suivre sur le président Gauthier Madika. Alors, avant d'abord d'entrer dans le fond, vous avez dit que ce n'était même pas mes mots, hein? Donc c'était de pétition. Alors, dites-nous comment vous vous êtes arrangé à accueillir ou encore de faire signer ces pétitions-là. Comment ça a été? Est-ce que vous avez obtenu le nombre voulu? Jusque-là, l'objectif c'est atteindre 100 000 signatures au jour du dépôt du budget au Parlement. Le jour où le Premier ministre viendra au Parlement pour déposer son budget, nous aurons déjà 100 000 signatures pour venir déposer maintenant au Parlement. Nous avons aussi copié son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, parce qu'on considère que c'est une des grandes personnalités de ce pays, de telle sorte que s'il porte notre discours, en tout cas, tout le monde va suivre. D'ailleurs, parmi les méthodes de collecte des signatures, nous avons d'abord, dans un premier temps, comme le temps, dans les 3 mois, le Premier ministre devait déjà commencer à travailler. Jusque-là, on a eu qu'autour de 50 signatures. Mais nous continuerons la collecte des signatures et j'appelle la population congolaise à venir signer la pétition. Nous serons dans des endroits publics, nous serons devant les sièges des institutions
pour demander au peuple de signer la pétition qui développe beaucoup d'autres points. Il y a un autre point, je ne sais pas si je peux directement attaquer ça. C'est parce que vous venez déjà de parler sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Exactement. Alors, parce qu'il y a beaucoup de points. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous parler aussi sur l'application d'une tension salariale de 1 à 10 entre le dernier fonctionnaire et le premier fonctionnaire de l'État qui est le président de la République. Il faut vraiment que le téléspectateur puisse comprendre un peu ces concepts. Merci beaucoup. Quand on dit tension salariale de 1 à 10 entre le huissier et le président de la République, nous considérons que l'État congolais, c'est une entreprise. Tous les agents que l'État paye, on considère que c'est des gens qui sont pris en charge par la nation, par l'État congolais. Alors, il y a les politiciens, il y a les fonctionnaires de l'État et il y a les agents publics de l'État. Mais les écarts de salaire qui existent dans notre pays n'est pas normal. Ce sont des écarts qui vont contre le droit de travail. C'est comme ça que nous avons analysé. Alors, comparativement à ce qui s'est fait en France, par exemple, le président Sarkozy à l'époque avait un salaire de 20 000 euros. Quand Hollande est venu, il a rabattu ça à 17 000 euros. Et aujourd'hui, M. Emmanuel Macron a rabattu son salaire à 15 000 euros presque. Mais si vous regardez les salaires moyens d'un fonctionnaire en France, c'est autour de 2 500 euros. Donc, c'est une tension salariale de 1 à 10 entre les fonctionnaires et le premier fonctionnaire, les derniers fonctionnaires et le premier fonctionnaire. Nous voulons que cet exemple-là de la France soit appliqué ici, en RDC. Que la tension salariale soit de 1 à 10 entre l'huissier et le président de la République. Ça veut dire si par exemple, comme en 2011, le président de la République avait 28 000 $, nous voulons que l'huissier de la fonction publique dans notre pays touche autour de 2 800 $. Si ces calculs compliquent le Wario, nous avons demandé à son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde de rabattre. D'abord, on rabat les présidents. Ça va impliquer qu'on puisse rabattre les députés. Ça va impliquer qu'on puisse rabattre les ministres. Si on rabat par exemple le salaire du président à 10 000 euros et à 10 000 $, tout le monde nage dans cette fourchette-là et les tout petits fonctionnaire du pays, on lui donne 1 000 $. C'est ça l'application de la tension salariale de 1 à 10. Nous avons aussi demandé ça. Pensez-vous, M. Madi, qu'avec tout ce calcul-là, ça sera vraiment applicable réalisable en République démocratique du Congo et surtout dans ce stade difficile de Corona-19? C'est réalisable et nous avons lancé les débats. Nous voulons bien que les autorités nous posent des questions sur les stratégies. On va leur montrer des stratégies pour arriver à réaliser ce que nous demandons. Alors ça, nous parlons d'un autre point aussi très intéressant. Là, il s'agit de la clôture du territoire national dans sa partie est de la RDC. Mais M. Mandika, vous ne trouvez pas que vous demandez vraiment des choses un peu très compliquées au gouvernement Warrior, hein? Non. Ce sont nos Warriors, nous y croyons. Moi, je crois vraiment à ces gouvernements. Je crois à l'action du chef de l'État. C'est comme ça que j'accompagne, comme lui-même le chef de l'État avait dit, que toutes les intelligences accompagnent l'action gouvernementale pour que les choses aillent. Nous avons des difficultés dans la partie est du pays. Comment ça va se passer? Nous avons trouvé que pour résoudre les difficultés qui sont là, le chef de l'État a décrété l'état de siège dans la partie est. C'est une très bonne mesure. Mais au-delà de ça, nous proposons encore qu'on puisse clôturer la frontière de la RDC dans la partie est, entre le Congo et le Rwanda, le Congo et le Burundi, le Congo et l'Ouganda, qu'on puisse mettre les murs. On ne sera pas le premier pays à avoir fait ça. Les États-Unis et le Mexique ont fait ça, l'Allemagne a fait ça et beaucoup d'autres pays. Nous voulons qu'on puisse clôturer, qu'on mette un mur sur la frontière qui sépare le Congo de ces trois pays. Mais vous ne trouvez pas que ça va handicaper l'échange entre les deux pays, hein? On va ouvrir des portes. Il y aura des frontières populaires là où on va ouvrir des portes pour que les gens entrent, que les véhicules passent, que les bateaux. Là où la frontière c'est sur l'eau, on ouvrira des brèches pour que le bateau et les pirogues puissent passer. C'est possible et c'est faisable. C'est vraiment une mesure de sécurité pour nous.
Et puis ce qui est aussi un peu paradoxal, là vous demandez encore que la population, l'autorisation de port d'armes à la population. Exactement, exactement. Vous ne trouvez pas que là c'est peut-être encourager aussi l'augmentation de Kuluna, hein? Madame, vous allez être d'accord avec moi que vous connaissez les phénomènes Maï-Maï. Vous connaissez les phénomènes Maï-Maï. Il y a des amis avec qui j'ai partagé beaucoup quand j'étais de l'autre côté, à l'est du pays, qui nous ont dit ceci. En réalité, les Maï-Maï que vous voyez là, le fait que quand les ADF Nalou par exemple, et les groupes rebelles, qui, bon, je parle de M23 à l'époque, c'est ce que le monsieur me disait, le fait que quand ils viennent nous trouver main vide, ils nous abattent. Nous nous sommes organisés pour être une force d'autodéfense. C'est ça le phénomène Maï-Maï. Maintenant, pour bien encadrer ça, le gouvernement peut, par une loi qui passe au Parlement, autoriser le port d'armes à certains civils qui sont dans le besoin. C'est une mesure très importante qui va assurer la sécurité de nos populations. Mais aussi risquant, hein? Ce n'est pas risqué, ça sera encadré par une loi. Parce que déjà, les rebelles sont nombreux. Quand vous dites que la guerre à l'Est, c'est une guerre asymétrique, vous savez pourquoi? C'est parce qu'on ne sait pas identifier l'ennemi. Quand nos troupes viennent pour combattre, de l'autre côté, il y a des civils qui ont des armes. Comme déjà c'est une réalité qui se passe comme ça, alors qu'on encadre dans une loi pour autoriser le port d'armes aux civils qui sont dans le besoin. C'est très important pour notre pays. Vraiment, là, nous continuons toujours à décortiquer les contenus de la pétition que nos amis de l'ASBEL Agir pour la bonne gouvernance a initié ou encore ont initié, qu'ils ont remis au Premier ministre. Et là, je dis bonjour au monsieur Emmanuel. Bonjour madame. Bon, avec vous, je pense que vous allez nous expliquer un peu parmi d'autres points sur l'octroi de bourses d'études aux étudiants. Bon, ça fait aussi très longtemps, je pense que c'est à l'époque de Mobutu. Alors comment pensez-vous que cette fois-ci, au moins, le gouvernement peut penser à ça? Merci madame Rachel. Le fait que nous devons se souvenir, en 2006 et 2007, l'ancien Premier ministre Antoine Gizenga a pu donner les bourses de $30 aux étudiants. C'était un bon signe à l'époque. Mais au fur et à mesure, nous constatons aujourd'hui que les étudiants sont un peu méprisés, un peu négligés à ce point-là. Les étudiants souffrent concernant les bourses des études. En réalité, nous demandons au gouvernement qui dirige M. Wario de se souvenir de ce que le Premier ministre Antoine Gizenga avait pu faire. Donc là, vous parlez au nom de tous les étudiants. Merci. Lui, c'est M. Emmanuel. Il a parlé au nom de tous les étudiants. Alors, pourquoi voulez-vous que les partis politiques, que la société civile, l'Église soient subconventionnés? Oui, c'est parce que les dispositions de la loi, de la Constitution à l'article 6, disposent que les partis politiques ont le droit d'être subventionnés par l'État. Mais chaque fois que les budgets est élaboré, nous n'avons jamais vu quelque part où l'État prend en charge certaines charges des partis politiques. C'est ainsi que comme ce gouvernement est un gouvernement de Wario, je le répète, c'est un gouvernement modèle formé par le président lui-même, Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas, nous devons nous démarquer de tous les autres gouvernements qui se sont passés. Nous voulons que les partis politiques soient subventionnés, de telle sorte que pendant la campagne électorale, que l'État ait un œil sur la gestion des partis politiques. Pourquoi ne pas envoyer l'IGF dedans pour checker un peu ce qu'ils font? Et je crois que même les églises ont droit, parce que la contribution des églises
dans la vie sociale, dans la paix nationale. Vous avez vu ce que Senko a fait dans des dialogues, tout ça. On a besoin de voir l'État subventionner les églises, toutes les églises du pays, même pour les organisations de la société civile, les ASBL, etc., que l'État puisse subventionner parce que c'est prévu dans la loi, mais c'est des choses que l'État n'a toujours pas pensé à faire. Malheureusement, on nous fait des scénarios où on remet aux chefs spirituels des cadeaux. Vous allez voir par exemple une autorité aller remettre un cadeau à un chef spirituel, ça c'est de la publicité. Il faut seulement ordonner ça, que ça soit budgétisé et que les subventions aillent de manière régulière, c'est tout. Monsieur Madika, vous serez d'accord avec moi? Les partis politiques aujourd'hui en RDC est compté, c'est au moins 800 partis politiques, sans compter les églises. Alors là, ils sont encore non subventionnés. Alors aujourd'hui, avec vos sollicitations, et que ces organes ou ces organisations soient subventionnées. Pensez-vous pas qu'il y aura encore une hausse? Parce que les gens diront, bon, ça devient une affaire parce qu'ils seront payés. Vous ne trouvez pas que quelque part aussi vos demandes là vont un peu à l'encontre quand même? Madame, lorsque la vie politique est calme dans un pays, c'est une garantie pour la paix. Les Congolais doivent faire la politique dans leur pays et jamais ailleurs. Et jamais ailleurs. Donc, comme la Constitution veut que les partis politiques soient subventionnés, il faut que les gouvernements le fassent. C'est très important. Alors, je crois que c'est la toute dernière contenu qu'on essaie de développer. Hein. En lisant, c'est là que j'ai vu encore ce qui était intéressant sur la retenue de la source de 40%. De recettes réalisées par les provinces. Merci beaucoup, ça madame. Ça a déjà été dit, mais c'est toujours la manque de l'application. C'est ça, madame. Au fait, l'article 175 de la Constitution veut que les recettes des provinces, les 40% des recettes réalisées par les provinces soient retenues à la source. Ça veut dire que la province réceptionne l'argent et ça envoie seulement à Kinshasa 60%. Mais c'est chose qui n'a jamais été fait. Nous, on applique la rétrocession. Donc Kinshasa a voulu d'abord tout prendre et puis remettre aux provinces ce que Kinshasa pense qu'il peut remettre aux autres. J'ai suivi le vice-président, M. Jean-Marc Kabound Akabound, le vice-président de l'Assemblée, qui a dit que les budgets consommés par les institutions prennent 60% du budget national. C'est la première, nous sommes l'unique pays au monde qui fait ça. Alors, si on laisse les 40% des recettes dans des provinces, ça va garantir le bon fonctionnement des provinces et le développement au niveau des provinces. Parce que Kinshasa s'accapare de tout. Les provinces ne vivent pas. C'est ce qui est à la base même des pétitions que vous voyez, des motions de censure des gouverneurs partout là. La base, c'est parce que les provinces n'ont pas de moyens. Les députés pensent que les gouverneurs ne veulent pas leur donner quelque chose. Alors qu'en réalité, Kinshasa s'accapare la part du lion. Ça ne doit pas être comme ça. La Constitution doit être respectée. C'est ça le but, un des combats de notre association. Il faut que les 40% des recettes soient retenues à la source. Alors, tout au début, vous aviez dit, vous allez déposer ces pétitions à l'Assemblée nationale, vous allez le déposer chez le cardinal Ambongo. Alors, pourquoi l'Assemblée nationale? Pourquoi chez Ambongo? D'ailleurs, lui, il est apolitique. Qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça, hein? Et pourquoi aussi, vous justifiez en même temps, pourquoi aussi l'Assemblée nationale? Parce que l'Assemblée nationale, c'est pas quand même le gouvernement, c'est une autre institution à part entière. Merci beaucoup, madame. L'Assemblée nationale et le Sénat sont ce qu'on appelle l'autorité budgétaire. Quel que soit ce que le gouvernement va faire comme proposition de loi, budget 2022, si le Parlement ne vote pas ça, ça ne sera pas promulgué. C'est comme ça qu'on appelle ça l'autorité budgétaire. Nous irons sensibiliser les parlementaires pour que si nos revendications ne sont pas prises en compte par le Premier ministre, nous allons sensibiliser les députés qu'ils puissent rejeter
le projet de budget de 2022. Donc c'est ça votre objectif? Oh, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Nous avons le droit d'exprimer nos convictions. Si l'application de la tension salariale n'est pas de 1 à 10 comme c'est le cas en France, si la couverture santé universelle n'est pas mise en application dès janvier 2022, si les 40% des recettes ne sont pas retenues à la source, si on ne clôture pas les murs à l'est du pays, on ne clôture pas la frontière à l'est du pays, si on ne donne pas, on ne prévoit pas les bourses aux étudiants, nous irons dire aux parlementaires, ne votez pas ces budgets parce que ça viole l'article 58 de la Constitution qui dit que les richesses nationales doivent être redistribuées. L'État doit s'assurer de la redistribution équitable des richesses nationales pour que tout le monde ait quelque chose. On ne peut pas avoir dans un pays où les ministres vous touchent 10 000 $ et on donne à un policier autour de 100 $, 150 $. Ce n'est pas normal. Okay. Si vous voyez les salaires des gens au Kenya, les salaires des policiers au Ghana, qui sont des pays d'Afrique noire comme nous, ce n'est pas ce que nous faisons ici. En tout cas, nous tenons à ce que le Premier ministre nous écoute et dès qu'il nous aura répondu, nous allons acclamer, nous allons accompagner et nous allons soutenir. S'il ne respecte pas ce que nous lui avons demandé, nous irons faire des sit-ins au Parlement, nous irons faire des sit-ins même chez les cardinals. Nous voulons les cardinals parce que c'est une autorité spirituelle. Okay. C'est un berger qui nous garde. Nous voulons que tous les peuples nous accompagnent. Nous appelons la population à venir signer la pétition. Nous sommes disponibles, nos contacts sont là. Venez signer la pétition. Prenez la pétition, faites signer aussi à vos proches qu'ils puissent signer la pétition pour que les gouvernements des Wario fasse quelque chose, une action salvatrice pour la population que nous sommes. C'est déjà le mot de la fin? Vous clôturez par là? Non, vous pouvez ajouter donc un mot pour clôturer. Ça va. Ok, c'est là vous venez de suivre Monsieur Gauthier Madika qui est le président de l'ASBEL Agir pour la bonne gouvernance. Merci beaucoup, nous sommes déjà à la fin. J'avais reçu pour vous cette grande équipe de cette structure qui lutte pour, en réalité, leur lutte ou encore ils défendent juste le droit de l'homme. C'est le droit de l'homme qu'ils sont en train de défendre. Merci de l'avoir suivi. Je vous fixe un autre rendez-vous le samedi prochain pour un autre numéro. À bientôt, Inch'Allah.